déposer une caution de 500 yens en échange d'un ticket de réservation. Ce magasin, pour l'instant, il n'y a pas de queue devant, donc je viens faire la queue ici avec plus de monde. Plutôt que d'attendre tout seul là-bas, c'est plus convivial. J'imagine qu'il y en a au moins 1 million de disponibles, donc je pense qu'en étant dans les 15 premiers, j'ai une chance d'en avoir une. Allez, bonne nuit les gars, reposez-vous bien parce que demain sera une dure journée. En attendant, petit exemple de ce que nos amis nippons peuvent regarder sur leur télé quand ils n'ont pas sommeil. 7h30, Tokyo s'éveille et l'activité trépidante d'une des plus grandes mégalopoles du monde reprend son rythme frénétique. Pour autant, ce n'est pas vraiment la folie dans la capitale japonaise. On ne remarque que très peu de publicité pour la Game Boy Advance et seul le quartier de Akihabara semble concerné par l'arrivée de la nouvelle console Made in Nintendo. À Akihabara justement, on retrouve bien sûr les mêmes têtes que la veille. Nos amis ont l'air un peu moins frais, mais ils commencent à sentir l'excitation monter en eux. On a fait une vraie nuit blanche. On n'a pas réussi à s'endormir car les magasins ouvrent à 8h30. Plus qu'une heure à attendre. J'achète ma console et je file directement au bureau. Je n'aurai même pas le temps de l'essayer avant ce soir. Donc voilà, il est prêt à partir au travail. À 1 heure de l'ouverture des magasins, les queues sont un peu plus conséquentes, mais ce n'est toujours pas la cohue. Rien à voir en tout cas avec les mini-émeutes provoquées par l'arrivée de la PS2 il y a un peu plus d'1 an. Les dernières minutes sont, comme d'hab, les plus longues. Heureusement, la bonne vieille Game Boy est toujours là pour faire patienter les fans. Plusieurs télés japonaises ont bien sûr investi les lieux pour immortaliser l'événement. L'heure fatidique approche et la police demande aux gens de se relever pour éviter que les rues ne ressemblent à un immense squat. Tout le monde suit alors des yeux les vendeurs déjà en uniforme qui se dirigent vers l'entrée de service des magasins. Eux aussi se préparent à une très longue journée. Juste avant leur hache et pour éviter toute confusion, les responsables des boutiques donnent les dernières recommandations aux clients. Le rideau de fer se lève enfin, la Game Boy Advance sera en vente libre dans quelques instants. Fidèles à leur réputation de gens sages et respectueux, les Japonais ne se ruent pas comme des sauvages sur les étalages. Certains pourraient peut-être en prendre de la graine. Chacun attend patiemment que les vendeurs distribuent à toute la file les tickets de réservation. Aucun signe d'impatience n'apparaît, tout le monde connaît la règle. Un ticket équivaut à une console. Les magasins ont pour recommandation de ne vendre qu'une seule machine par personne. C'est là le seul moyen de satisfaire un maximum de monde. Et voilà, vous avez sous les yeux la première personne sur Terre à avoir pu acheter la Game Boy Advance. Chaque étage correspond à une couleur de console. Les blanches sont en haut, les mauves au rez-de-chaussée et les translucides en bas. L'organisation est sans faille et absolument rien n'est laissé au hasard. Les premiers acheteurs ne sont pas peu fiers de leur Game Boy Advance. Je rentre chez moi et je l'essaye tout de suite. Super, j'étais le premier là, je rentre chez moi mais pas question de dormir. J'ai acheté F0 et Mario. Je rentre et je les essaye tous un par un. Ça y est, je l'ai. C'était le combienième à l'avoir? Pour le 20e, je pense. Le 20e? Ouais. Ok, il y a encore pas mal de gens qui font la queue derrière toi et toi, c'est celui-là. Ouais, non.
Mais j'ai dû passer toute la nuit à mon avis, ils viennent juste d'arriver, ils vont un peu moins attendre, mais bon, j'ai la chance de l'avoir avant eux. Bah là je vais rentrer, j'ai 2 heures de route quand même pour rentrer. Donc je vais jouer un peu dans le train. Ah, bien sûr. Pilote les bons tuyaux, connaît bien Akihabara. Plutôt que d'attendre plusieurs heures devant le magasin principal du quartier, Alex essaye de feinter. Là on va à un deuxième magasin où il n'y a pas du tout la queue. Parce que les Japonais ils sont très... quand ils voient une queue ils s'y mettent, mais astuce. Donc on va aller à un magasin où il n'y a pas la queue et a priori là on va pouvoir acheter nos machines. Alors comment ça va, pilote Chan? Fatigué, mais bon bah voilà, c'est beaucoup plus facile que pour la Play 2, tout va bien pour l'instant. Ça va, c'est facile. Ça y est, Alex vient de mettre la main sur une Game Boy Advance. Voilà, donc on a déjà une. Et on a, comme dit Greg, on a Dracucu, Dracula X. On a Krurin, là. Et puis il y a F0 aussi. Voilà. Une bonne chose de faite. Mission accomplie, monsieur pilote. Pendant la journée du 21 mars, les 650 000 unités mises en vente par Nintendo ont trouvé preneur. Le lancement de cette machine est donc un vrai succès, même si le déroulement de la journée n'aura rien eu à voir avec la folie qu'a engendré la sortie de la PS2 à l'époque. Nintendo confirme ainsi sa réputation de force tranquille et met une nouvelle fois en avant son savoir-faire en termes d'événementiel. La firme n'est pas leader mondial pour rien. La Game Boy Advance coûte environ 600 francs au Japon, un prix très attractif comparé aux machines de salon sorties ces derniers temps. Contrairement à Sony avec la PS2, Nintendo n'a pas souhaité faire passer sa nouvelle console pour un objet rare. Grâce à une production plus qu'honnête, le géant du jeu vidéo a donc pu satisfaire les premiers fans qui sont tous repartis avec un exemplaire de la bête. Cela dit, la tradition a été respectée puisque toutes les boutiques du Japon étaient en rupture de stock dès la fin de la journée. Et une Game Boy Advance pour Game One, une. Les premiers acheteurs ne se sont pas gênés pour essayer leur console à peine sortie des magasins. Apparemment, tous sont emballés par ce concentré de technologie. Encore une fois, le Japon a connu une de ces journées mythiques comme on en voit seulement là-bas. Le prochain grand rendez-vous vidéoludique concernera encore une console Nintendo. Ce sera en juillet prochain avec la GameCube, la fameuse 128 bits qui prendra le relais de la N64. NTT コミュニケーションズ世界丸見え次回は4月の9日です。来月となります4月9日にまたお会いすることにいたしましょう。今日はこの辺でごきげんよう、さようなら。ナンバーワンサッカーゲームがプレイステーション2に来たワールドサッカーウイニング11-5。Voici donc la Game Boy Advance. La nouvelle portable de Nintendo permet en plus des jeux qui lui sont dédiés de faire tourner les jeux Game Boy et Game Boy Color. Comme son aîné, la GBA ne fonctionne qu'avec 2 petites piles pour une autonomie assez conséquente. Son écran 16/9 LCD n'est pas rétroéclairé, mais la définition de l'image est tout simplement impressionnante. La Game Boy Advance sortira en France le 22 juin prochain et devrait coûter a priori autour de 800 francs. Côté jeu, Nintendo proposait pour le lancement japonais un line-up classique mais diablement efficace. Mario Advance est l'adaptation du Super Mario 2 de la Super NES. Le portage est excellent et le chef-d'œuvre de Miyamoto a très bien vieilli. Autre titre issu de la ludothèque de la Super NES, F0 Advance. Ce jeu de course futuriste est un peu le précurseur de Wipeout et il dépote méchamment sur GBA.
Ce jeu au design étrange s'appelle Kurukuru Kururin. Sous ses airs basiques se cache un soft au gameplay démoniaque et un intérêt étonnant. Son nom devrait changer pour la version européenne. Jeu de stratégie, Napoléon ne sortira sûrement jamais chez nous. Ce style de jeu n'est pas très en vogue sur console portable en Europe, mais au Japon, ils font un carton. Tradition oblige, la GBA a vu sa sortie accompagnée d'un RPG. Il s'agit du magnifique Golden Sun, qui contient des séquences cinématiques à tomber par terre. Celui-là, il ne sortira qu'en mai prochain au Japon et on ne vous fera pas l'affront de vous le présenter tellement il est attendu. Outre Nintendo, quelques éditeurs y sont aussi allés de leur première production Game Boy Advance. Konami proposait entre autres Dracula X, nom japonais de Castlevania. Sega s'est aussi illustré avec son premier soft en tant qu'éditeur tiers sur console en sortant Choo Choo Rocket. Vous verrez très prochainement ces titres sur Game One et n'oubliez pas, le 22 juin, ce sera à notre tour d'accueillir dignement la Game Boy Advance. Sur PlayStation, dans une arène écrasée par la domination de Tekken et de Soul Blades, Bloody Roar faisait office de challenger. C'était une alternative sympa et, si vous vous souvenez, plutôt réussie à l'hégémonie Namco. Il s'agissait de l'affrontement sauvage, violent mais pourtant très martial d'un bestiaire déjanté, loup-garou mais aussi taupe-garou, lapin-garou, lion-garou et j'en passe. Tous ces joyeux gaillards savaient s'y prendre pour trancher dans le lard ou déchirer la chair à coups de dents. Nous retrouvons ici le même principe, le postulat de base est donc la manière de gérer efficacement ses transformations et donc gérer sa puissance au moment critique. Hudson Soft nous prouve qu'il était possible de repousser les limites du dynamisme et de l'hystérie visuelle avec ce troisième épisode. Tout d'abord, le jeu tourne désormais sur PlayStation 2 et c'est vrai que la qualité graphique s'en trouve bien améliorée. Mais surtout, la mise en scène, les effets spéciaux et la bande-son sont d'une intensité rarement vue dans un jeu de combat. Tekken Tag semble bien pépère comparé au combat démentiel de Bloody Roar 3. Mais attention, car nous ne sommes tout de même pas dans un jeu qui peut prétendre rivaliser avec la profondeur technique des meilleures productions Namco. Tout d'abord, la majorité des coups se déclenchent avec des quarts de cercle comme dans n'importe quel Street Fighter. Ensuite, on pourra jouer de quelques combos supplémentaires déclenchés par des enchaînements de boutons. Si les arborescences de ces combos ont été développées, on ne sent pas cette vertigineuse sensation d'infini à laquelle nous a habitués Tekken. En revanche, les furies sont bien là et au nombre de 2 par personnage. Les animations correspondantes sont toujours excellentes et les placer correctement est particulièrement savoureux. Si on regrette l'absence d'une liste de coups en pleine partie, on se contentera tout de même du mode training. Très bien fait, il vous sera certainement utile pour peu que vous ayez la furieuse envie de progresser et de maîtriser parfaitement chacun des persos. Bloody Roar 3 est un indispensable. Le chiffre 3 est déjà une preuve rassurante de qualité dans le domaine des jeux de baston. Les premiers épisodes sont souvent boudés du public avant que des séquelles ne sortent, corrigeant les défauts de jeunesse. Alors il faut bien le dire, Bloody Roar s'affirme et son style, qui était à l'époque un mélange bâtard de Street Fighter et de Tekken, commence à être respecté et accepté comme tel. Il prend donc tout naturellement sa place dans un créneau où il est pour l'instant le seul et l'unique. Malgré la présence de quelques enchaînements compliqués, il reste ultra jouable et accessible aux plus démotivés des débutants. Enfin, c'est vrai qu'il se vautre sans vergogne dans la pire des brutalités, mais avec tellement de style qu'on finit par tout pardonner et même trouver du charme à ces merveilleux combats arrosés de jus écarlate. À propos de sang, justement, si sa vue vous est insupportable, sachez qu'il est possible de le faire disparaître en validant une option dans les menus. Il faudrait être assez audacieux pour déclarer Bloody Roar meilleur jeu de baston de la PlayStation 2. On peut néanmoins lâcher sans risque qu'il est certainement le plus fun de tous. Et n'est-ce pas là la première chose qu'on cherche dans un jeu vidéo? Il
Il y a quelques temps déjà, nous étions partis en Allemagne afin d'interviewer Junko Kawano, auteure et productrice de Shadow of Memories. Konami tient beaucoup à mettre en avant les créateurs de leur jeu, ce qui n'est pas une mauvaise idée, car n'en déplaise à Frédéric Reynal, humble parmi les humbles, une telle politique ne peut que servir le milieu du jeu vidéo pour une meilleure reconnaissance. Shadow of Memories était en tout cas très attendu car les jeux d'aventure sont encore trop rares sur PlayStation 2. Celui-ci est assez particulier car premièrement il a été créé par une femme et deuxièmement il se passe en Allemagne. Madame Kawano est en effet tombée amoureuse de ce pays après avoir lu Faust dans sa tendre jeunesse. L'inspiration germanique est donc de mise, que ce soit au niveau des personnages ou des décors. Tout se passe dans une petite ville imaginaire, plus ou moins calquée sur Heidelberg, véritable bourgade touristique située au sud de Zurich. Vous y dirigez Heike Kusch, qui vient tout juste de mourir. Pas de chance, mais ce n'est pas game over pour autant, bien au contraire, ce n'est que le début d'une longue aventure. Le principe est original et diablement attirant. Heike ne meurt pas vraiment, il se retrouve téléporté dans une espèce de dimension parallèle où une entité surnaturelle vous donnera une seconde chance. Grâce à un digipad, vous aurez la possibilité de voyager dans le temps afin de découvrir la cause de votre décès. Le plus étonnant, c'est que vous ne savez rien de votre personnage au début de l'histoire. Pourquoi est-il là? D'où vient-il? On n'en sait rien. La seule priorité pour vous sera d'éviter à tout prix de mourir à nouveau. Revenons dans les rues de Lebensbaum. Dans moins d'une demi-heure, vous savez que quelqu'un cherchera à vous tuer. Que faire alors? Eh bien justement, retournez dans le passé pour trouver une solution. Le temps compte énormément, et si jamais vous revenez à votre époque sans avoir trouvé la clé du mystère, c'est la mort assurée. Mais n'ayez pas peur, votre ange gardien vous donnera autant de chances que nécessaire. La prise en main est d'une facilité déconcertante. Une touche pour accéder aux objets en votre possession, une touche pour la carte et une dernière pour les dialogues. Alors autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas du tout un jeu violent. L'atmosphère est en revanche belle et bien présente, avec une bande son fort réussie. Les dialogues sont restés en anglais, seuls des sous-titres français vous dévoileront le scénario. La traduction est à ce propos assez approximative, avec des vrais gros mots bien de chez nous qui ne collent pas forcément avec l'ambiance générale. Dommage. Mais le vrai problème de Shadow of Memories est qu'il soit beaucoup trop scripté. Vous êtes constamment sur des rails, les possibilités scénaristiques étant vraiment trop restreintes. Ça se ressent dès les premiers instants car la ville est en fait limitée à un petit périmètre. Les personnages que vous rencontrez se comptent sur les doigts d'une main et ils ne feront que débiter leurs phrases automatiquement. On n'a donc pas trop le choix des actions, parler aux 3 habitants qu'on croise, faire quelques allers-retours dans le passé et visiter le quartier. C'est le cas pour les 3 premiers niveaux, mais ça s'améliore au fur et à mesure de la progression. Grandpa's in there. Please help him. Help, please. Are you gonna help my grandpa? Le plaisir de la découverte est donc bien là, soutenu par une mise en scène assez réussie et surtout grâce à l'envie de découvrir qui est ce Heike Kusch. Pourquoi est-il poursuivi par la mort et pourquoi lui donne-t-on une telle chance de s'en tirer? Comptez à ce propos une dizaine d'heures de jeu pour en voir le bout, ce qui pourrait en décevoir certains. Ni gore ni effrayant, Shadow of Memories arrive à captiver le joueur sans une once de baston. Rien que pour ça, ce jeu inhabituel mérite que tous les possesseurs de PlayStation 2 y prêtent une attention toute particulière. Zone of the Enders vous met aux commandes d'un mecha. Vous incarnez Léo, jeune garçon de 14 ans projeté sur le devant de la scène sans rien avoir demandé à personne. Explication, nous sommes au 22e siècle, la Terre est depuis bien longtemps trop petite pour abriter les milliards d'humains que la médecine moderne a engendrés. Pour remédier à ce problème, le surplus d'hommes est vulgairement stocké sur la surface de Mars. La planète rouge n'étant vraiment pas ce qui se fait de mieux en termes de matières premières, les dirigeants de notre civilisation décadente ont envoyé des hommes sur Jupiter pour y extraire quelques denrées rares. Ces oubliés du bout de la galaxie vivent dans une colonie spatiale baptisée Antilia et sont surnommés les Enders. L'action prend place peu de temps après le cambriolage d'une base des Nations Unies auquel Léo, donc vous, a dû participer de force. Dans votre malheur, vous avez évité l'attaque d'Antilia par une bande de militaires fanatiques fraîchement débarqués de Mars.
Vous voilà donc en train de pleurer vos amis morts au combat sans que vous ayez pu les aider. C'est pile poil à ce moment que vous découvrez la vraie raison de l'attaque surprise de ces fichus bidasses complètement allumés. Jouti Kezako, tout simplement le robot géant le plus puissant de notre système solaire. C'est cette machine de guerre qui est au cœur du conflit, réduisant petit à petit Antilia à néant. Coup de bol, c'est vous qui l'avez trouvé et c'est donc à vous que revient l'honneur de le piloter. La classe. Techniquement, Zone of the Enders fait méchamment mal. Les graphismes sont juste splendides et les effets de lumière d'une beauté inouïe. L'animation ne souffre d'aucun reproche non plus et les premières minutes de jeu sont d'une intensité rare. Tout bouge à une vitesse folle et on se demande bien comment on va faire pour s'y retrouver dans ce déluge d'effets spéciaux permanents. Mais la réponse arrive dans quelques secondes, vous allez voir. Après quelques instants, en effet, on commence à piger le coup. On fait abstraction de l'environnement et on se concentre sur le gameplay. Jouti se laisse diriger avec une étonnante facilité et ce malgré une gamme de mouvements et d'actions assez conséquente. Évidemment, la caméra se place toujours de la meilleure des façons pour que vous puissiez profiter d'un angle de vue optimal. L'action ne se résume heureusement pas à avancer et à tirer bêtement sur ses adversaires. Dans Zone of the Enders, vous serez confronté à des choix cornéliens qui changeront le cours de votre histoire. À vous de voir alors où sont vos priorités. Dans les phases de combat pur, sachez que vous pourrez effectuer quelques combos bien jouissifs pour abattre vos adversaires de façon plus radicale. Dans le même genre, vous mettrez aussi la main sur plusieurs types d'armes, vous offrant de nouvelles possibilités. Lors des joutes éloignées, le déroulement du jeu devient un tantinet répétitif. On tire, on esquive, on lance une boule de feu, on esquive, etc. En revanche, le vrai panard vient des combats rapprochés qui sont d'un dynamisme affolant. Chaque coup procure une sensation de puissance phénoménale accompagnée d'une vitesse d'exécution hallucinante. À l'arrivée, chaque assaut propose une mise en scène digne des meilleurs films d'animation japonais. Les fans auront d'ailleurs déjà remarqué que le design des mechas fait furieusement penser à celui des robots d'Evangelion. Belle référence. Cet aspect cinématographique est, Kojima oblige, renforcé par les fabuleuses cinématiques ainsi que par l'excellente bande sonore qui accompagne le jeu. Les musiques sont trippantes à souhait, les bruitages sont d'un réalisme incomparable. Ah, ce bruit des épées qui s'entrechoquent, quel grand moment! Un grand moment aussi pour les voix anglaises qui offrent un réel charisme aux différents personnages. À l'arrivée, Zone of the Enders fait avant tout figure de prouesse technique. Le moteur 3D est un modèle du genre et tout ou presque peut être détruit pendant les combats. Les développeurs de KCET prouvent avec ce soft que la PlayStation 2 est une bête de console si on a le temps et les moyens de l'étudier à fond. Le problème de l'aliasing n'a certes pas encore été résolu, mais le reste ne souffre d'aucun reproche. Les plus réticents reprocheront peut-être au dernier bijou de Konami son côté dirigiste et bourrin. Tout est une question de goût, mais la plupart des possesseurs de PlayStation 2 seront comblés par ce jeu d'un nouveau genre. À Game One en tout cas, on adore. Sony avait annoncé que 2001 serait l'année de la 128 bits à la robe noire et Zone of the Enders pose la première pierre de cette hégémonie. Gran Turismo 3 A-Spec だ。
ça fait, c'est de la digite quoi. Je fais digitaliser une voix et c'est rigolo. La voix elle dit quoi? Elle dit décroche, décroche. En japonais. Et ça énerve Pierre Boulet d'entendre ça toute la journée. Il est très demandé, notre Alex. Bon, si j'ai fait venir Alex aujourd'hui, c'est parce qu'il est spécialiste de jeux de baston. Enfin, t'adores ça en tout cas. Oui. Plus que moi. Enfin, moi j'aime bien. Moi j'aime bien les jeux de combat et les jeux de musique. Donc c'était spécialité. C'est un des deux styles. Autant prendre un pro parce que moi je me suis arrêté à Street Fighter 3 sur Super NES. Depuis, j'avais pas beaucoup joué. Ah zut. Et là, on en est à Street Fighter EX sur PlayStation 2, EX3 même. Ouais, donc ça fait un bail qu'il est sorti au Japon, vu qu'il est sorti à la sortie de la Play 2. Souvenez-vous, il y a un an, avec Alex, on avait joué tous les deux. One dessus, oui. Ouais, ça et Ridge Racer, on a fait moitié-moitié. Là, on va faire un level 1 entier. C'est toujours aussi laid, mais c'est toujours aussi rigolo. Alors, on choisit nos gars. quand même, comme jeu. Bah, c'est vrai que c'est pas beau par rapport à Soul Calibur ou d'autres trucs. C'est pas top. Alors, allez, Dalzim et Blanca, c'est mes préférés, donc je vais commencer avec eux. Parce qu'eux, ils étaient là depuis l'époque de Street Fighter 3. Les autres, c'est des nouveaux, moi je les connais pas. Street Fighter 2, je pense. C'est Street Fighter 2 Oui, t'as dit Street Fighter 3. Alors comment tu t'y retrouves, toi? Les 3 Turbo Prime, le 3, ouais, mais si tu avais joué à tous, ça resterait bien en tête. Ouais. C'est des séries très différentes, quoi. Donc voilà, j'ai pris mes bons vieux Dalzim et Blanca. Donc alors, ça se joue en tag, c'est-à-dire qu'on a 2 persos à chaque fois. Il a mis le first hit, ça me plaît pas du tout. Ah, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès du tout. Oui, donc ça veut dire qu'on a 2 personnages au lieu d'un. C'est nouveau ça dans les Street Fighter ou c'est la première fois que ça se fait ou pas? Ouais, mais je crois bien, oui. Oui, dans les versions 2D, à part dans les crossovers genre Marvel, Capcom et Street Fighter X-Men, on pouvait avoir 2 personnages, les autres, les réguliers on va dire, ne proposaient pas ce genre de tag battle. Alors que là on peut changer de bonhomme à tout moment, enfin quand l'autre est prêt, donc par exemple on vient, oh là là, comment je me sauve? Pas tant que ça, remarque. Donc je vais changer parce qu'il est un peu blessé mon Dalzim, donc j'appelle l'autre. Et pendant ce temps, donc ton Dalzim va se recharger. Ah ouais, il se repose, donc il récupère des forces quoi. Alors là, si je me démerde bien, je vais peut-être faire ma combo de la balle de baseball. Moi, je vais peut-être t'électrocuter. C'est ce que j'aime bien faire avec Blanca, c'est l'électrocution, et ça, j'aime bien aussi. Zut alors. Tiens, ça aussi, c'est pas mal. Alors, voilà. Oh, sauvons-nous vite! Ah, tu l'as raté, là. Eh oui, c'est pas grave, on va reprendre Ken. Oh, nom de Dieu! Ah, la vache, donc là, tu fais des trucs monstrueux. C'est quoi, c'est des cartes de fer et tout? C'est la simple super combo qui prend une jauge. Simple, dit-il en me balançant 8 coups de pied dans la tronche quand même. Et non, mais on peut faire mieux dans le jeu. Ah, j'aurais bien enchaîné les trucs. Bah oui. Ah, explique-moi Alex, comment ça marche justement? Et ben c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que pendant qu'on lance un super combo, on peut en lancer un deuxième derrière. C'était déjà présent dans tous les UX. Donc si j'y arrive, voilà, j'en fais un et j'enchaîne le deuxième que j'ai pas réussi à faire parce que je n'avais plus de jauge de magie, donc c'est pour ça. Ah, il faut attendre que ta jauge se remplisse. Il faut au moins un niveau de furie pour chaque coup, quoi. Donc si je veux en enchaîner 2, il me fallait 2 niveaux et j'étais level 1 visiblement. Raté. Bon. Je vais terminer avec lui. C'était minable, petit coup de poing à la fin. Oui, c'est ça qui énerve. Oui. Tout petit bourre-pif. Mais t'as envie de terminer avec un magnifique. En beauté. Magnifique un autre jour. Alors si on fait continue, on va refaire le même match avec les mêmes persos. On va changer, on va prendre des gars différents. On va essayer de regarder un peu tous les gens qu'il peut y avoir. Alors je vais prendre Hokuto. Alors moi je connais pas les noms. Tout à l'heure ça te faisait rire. Voilà, elle s'appelle Nanase pour moi. C'est pas le vrai nom. C'est Mademoiselle Nanacé donc. Nanacé, ça veut dire quelque chose ou? Genre Nanacé, ça suffit, c'est tout moi qui fais la vaisselle. Ça veut dire un truc comme ça. Si on voyait les caractères chinois, on pourrait peut-être savoir ce que ça veut dire. Mais là c'est écrit en. C'est phonétiquement retranscrit, ça veut plus dire grand chose en fait. Donc oui, on peut pas trop savoir ce que ça voulait dire à l'origine. Ah, bonjour. Alors ça c'est toi, attends, moi c'est moi. Alors maintenant je vais essayer je vais au moins essayer de placer dans ce... Alors Alex est à gauche en robe rouge, ça te va très bien. Non, c'est un pantalon d'aïkido, regarde. Oh oui, effectivement, tiens, regarde comment je t'attrape, voilà. Et moi je suis la petite en jupette orange. Donc Nanacé qui se bat avec un bâton. Ah, j'ai changé de gars, tiens. Alors ce qui est marrant, c'est que tu m'as montré, là, j'avais pas vu, c'est interdit au moins de 12 ans ce jeu. Oui, sur la boîte, c'est écrit déconseillé au moins de 12 ans. C'est rigolo. Pourquoi? C'est vrai qu'il n'y a pas de sang, hein, c'est du karaté. Oui, c'est pas violent, enfin on n'a pas l'impression de casser des têtes. Non, c'est vrai. C'est vraiment très martial. On a vu pire. Ouais. Bon, on peut retourner des filles et les faire tomber par terre. Je suis en train de perdre. Donc, oh non. Donc je ferais bien. Ouais, j'arrive pas à sortir les trucs qui brillent comme tu faisais tout à l'heure. Oh là là, ça fait mal ça. Je saute en l'air pour éviter les trucs en général, mais ça suffit pas toujours. Tiens, viens. Voilà. Oui. Donc il vaut mieux changer de personnage au moment où tu vois que le tien va être un peu fatigué, quoi. Voilà. C'est Skolo machin. Ah zut, Skeletor.
Ah, je t'ai dit, moi j'essaye d'esquiver tant que je peux parce que je sais que je vais m'en manger plein donc. Hop. Oh, dis donc. Hop, oh, c'est joli. Aïe, mes fesses. Mais arrêtez de piétiner mes fesses. Alors du coup, ah, il est mort, il y a le cadavre de Ryu, dis donc. Hop, ce que je disais tout à l'heure, c'est que avant quand tu fais le changement, c'est que t'as une demi-seconde pour lancer un dernier coup avant. C'est-à-dire, t'appelles le deuxième personnage voilà. et le premier, il a encore le temps de faire un petit truc. Exactement. Donc, tout l'intérêt est donc d'enchaîner les combos des deux personnages à la suite. J'aimerais bien faire des furies avec ce perso, je ne les connais pas. Ah, ça y est, j'ai trouvé un truc. Ah, vite, barrons-nous. Bah, c'est nul, attends, j'ai les points qui brillent. Bah, c'est joli. C'est toujours ça. Et donc, tu m'as éliminé au couteau, ça va très mal pour moi. Je me bats pas au couteau, je me bats à main nue, monsieur. Ah non, au couteau, c'est son nom, d'accord. Alors donc, là, normalement, je vais peut-être pouvoir enchaîner. Voilà, une deuxième furie, qui ça n'a pas été très efficace, mais j'ai quand même enchaîné. Ah, peut-être qu'il fallait que je fasse l'inverse, en fait. Que je commence par la furie des pieds et que je termine avec celle des poings. Ah, voilà, ça va mal pour moi, là. T'as encore un perso après elle? Non, non, je crois pas. Il est tombé tout à l'heure, il restait le cadavre, d'ailleurs. C'était assez rigolo, j'avais rarement vu ça. Il restait le cadavre de Ryu quelque part. Pas pendant longtemps, mais... Ah, une demi-seconde, mais... Oh! Tu m'as eu? Ah! Mais pas J'ai lancé un... On va pas voir le ralenti, il n'y a pas de ralenti. Oh! Donc un perso très rigolo, donc un super-héros déguisé en squelette. Il m'amuse bien et il est sympathique à jouer. Il a un S sur la ceinture. Alors comme tu vois, il nous montre plein de persos, hein, parce que c'est level 1. Ouvrir. On n'a pas encore joué au jeu, soi-disant. Mais moi non, donc en finissant le jeu plusieurs fois, tu dégotes tous les persos qui manquent là. Alors il y a qui? Il y en a que je connais ou pas? Parce que là, pour le moment, moi je connais que les vieux. Je me souviens plus des persos. Des mecs qui a débloqué, d'accord. Bah moi j'ai... Ouais. Bon alors, qui qu'on va prendre? Je vais prendre Sakura. Alors, moi j'ai pris Ryu ou Ken? Je les confonds un peu, c'est comme Laurel Hardy, on sait jamais. Je vais prendre Ryu. T'as pris Ken, alors je vais prendre Ryu. Ken c'est celui qui est en rouge et Ryu celui qui est en blanc. Voilà, Ken l'américain, Ryu le japonais, qui se joue presque pareil, presque. Oui c'est vrai, ils ont le même... Mais pas Shoryuken. Ils disent pas la même voix. Ça veut dire quelque chose? Shoryuken, ça veut dire? Shoryuken, c'est dragon, point du dragon qui monte. Parce que regarde. Tout ça dans Shoryuken. Ah, parce que c'est vrai que ça monte. Ça monte quoi, comme ça, voilà. Attends mon petit bonhomme. Et comme Ryu ça veut dire dragon, donc voilà, point du dragon monte. Oh la vache. Du dragon qui s'élève. J'avais commencé à t'attraper et puis finalement ça a mal fini. Oh la vache. Bah non, j'ai pas réussi à... j'ai pas réussi quoi que ce soit là. Les autres. Allez, Ken Ryu. Ah oui, le fameux duel, c'est eux qu'on voyait dans l'intro. Donc effectivement, pour la PlayStation 2, c'est pas joli. C'est très laid même. Mais ça, c'est général à la série des Unix, hein, parce que même sur Play, ceux qui étaient sortis sur Play n'étaient pas beaux par rapport aux autres jeux PlayStation. Donc c'est vraiment toujours très laid. Mais qu'est-ce que c'est bien quoi. Enfin, faut vraiment aimer les jeux 2D, quoi, parce que ça se joue vraiment en 2D. Ouais, c'est ça. Les personnages sont en 3D, mais on a vraiment l'impression d'un vieux Street Fighter. Voilà, et c'est ça que j'aime bien, moi. Toi, t'aimes bien, justement? Voilà, moi, c'est ça qui me plaît. Et puis, tu peux vraiment enchaîner, faire vraiment beaucoup de choses. Là, c'est un peu minable, les enchaînements que je fais, donc je m'excuse. Mais... Parce que la 3D, elle sert vraiment à rien, là, pour le moment. Tiens, oh, c'est génial, ça. Vous pouvez faire ça, je vais le refaire. Bah, c'est juste un... Sur l'écran de la télé. C'est pas mal du tout. Oh, c'est normal, je m'en lasse pas, moi. Allez, reviens. Bon, tu vas me lâcher? Non. Ah, la brute. Ah, la vache. J'ai vu que pas le faire. Bon, voilà, j'arrive à bien épitard de cercle, mais c'est tout. C'est à peu près tout ce dont je me souviens. J'aimerais bien, moi, te faire... Oh là là. Alors, comment tu fais ces trucs qui brillent, là? On sent que ça va péter partout. C'est juste le changement. En fait, je cherche à faire depuis tout à l'heure la furie à 2 et je n'y arrive plus. J'aurais dû regarder dans la notice comment on fait. Ah, on va encore l'attraper si ça t'arrange. Oh la vache, ça fait mal ça. Je suis toujours à gauche, moi. Joli. Au droit. C'est quand même... On a une tôle monstrueuse, j'ai pas gagné une fois. C'est-à-dire que toi, bébé, Hubert, vous êtes vraiment super fort. Mais tu sais qu'il y a un super coup pour faire intervenir les deux personnages en même temps et je n'arrive plus à le faire. Pas de sortir. Ça me stresse énormément. Faut peut-être que leur jauge soit prête toutes les deux en même temps. Là, justement, j'ai mes deux jauges. Normalement, on a besoin de 2 niveaux chacun. Ils avaient tous les deux leur niveau.